Nous sommes avec Gabriel Adinolfi pour les non-alignés. Bonjour Gabriel. Bonjour. Donc pour cet entretien, peut-être j'aimerais commencer sur la situation en Ukraine. Où est-ce que nous en sommes à ton avis et, et comment dire, est-ce qu'on est toujours, est-ce que la possibilité de l'axe Paris-Berlin-Moscou évoquée à une certaine époque est encore envisageable maintenant? Euh, bon, à mon avis, bon, évidemment, il y a des différences, mais il ne faut pas, comment dire, il ne faut pas penser à l'Ukraine séparée que à la Libye, que à la Syrie, que à la djihad ou que au traité transatlantique. Disons que l'Ukraine, c'est un endroit particulier où les Américains et les Anglais veulent faire sauter de toute manière l'entente entre les Russes et les Allemands, qui est la chose principale. Alors, c'est pas la peine de revenir maintenant sur toutes les raisons historiques, toutes les raisons ethniques et toutes les raisons culturelles pour lesquelles il y a deux fronts en Ukraine. Et je suis pas porteur pour aucune des logiques qui veut détruire une ethnie ou un peuple ou une tradition politique ou culturelle simplement parce que ça lui plaît pas. Le problème en Ukraine, c'est la tension, comme il est un peu partout, c'est la tension en Europe pour empêcher l'Europe qu'elle soit puissante. Disons que c'est assez facile à faire l'histoire de ce qui arrive dans les dernières 16-17 ans. Nous avons déjà l'ensemble, trois éléments fonciers de la stratégie américaine, qui sont la stratégie de Brzezinski sur le contrôle de l'échiquier mondial par la division players. Nous avons l'idée de Sam Huntington sur le choc des civilisations, et nous avons aussi le rapport de Chini qui disait en bref, il faut contrôler toutes les ressources énergétiques pour passer d'un côté, pour ne plus être dépendant, mais pour être maître de l'énergie. Et il faut faire monter les prix et donc créer les problèmes de stabilisation sur ces endroits pour faire monter les prix. Tout ceci a produit tout un passage, une révolution par laquelle les États-Unis sont devenus aujourd'hui la plus forte puissance du monde. Elle était déjà, mais jamais à ce point-là. Et dans les dernières 15 ans, toute la politique américaine a été jouée sur deux points. D'un côté, de jouer avec la Chine pour la contenir et aussi pour avoir une espèce de relation privilégiée. De l'autre côté, pour contenir, affaiblir l'Europe. L'Europe était devenue relativement forte, mais après l'histoire de l'axe Paris-Berlin-Moscou d'abord, et puis après la position pro-russe en Géorgie en 2008, ils nous ont fait payer toute la crise financière, et depuis cette époque, tout est une attaque particulièrement en Europe et sans cœur l'Allemagne. Et je pense que tous ces cadres, tout ce que nous allons vivre, tout ce que nous avons vécu, que nous allons vivre ces jours-ci, ça revient au même thème, évidemment. Au même thème. Évidemment, chacun a ses petites nuances, mais on serait erroné de ne pas le voir dans son ensemble. Alors, est-ce que à un moment donné, tu avais parlé presque d'un nouveau Yalta quoi, entre les Occidentaux et les Russes sur le dos de l'Europe? Est-ce que tu vois toujours les choses comme ça? Oui, c'est avec des nuances. Alors, déjà, il faut voir qu'est-ce que c'est un nouveau Yalta. Bon, déjà, parce que très souvent, quand on parle de Yalta, les gens, pour simplisme, font une considération bête. Yalta était à la fois était une réalité complice, si l'on veut. Hein. Donc, chacun avait ses zones d'influence et chacun et dans lesquelles personne n'allait bouger. Et en fait, il y avait une espèce de soutien mutuel, mais ça n'a pas empêché aussi qu'il y avait une rivalité. Alors aujourd'hui, les États-Unis poursuivent une politique un peu plus compliquée parce qu'ils pensent de pouvoir être la grande puissance, donc d'avoir des relations différenciées avec les autres. Ils ont propagé l'idée d'un multilatéralisme symétrique, donc ils vont jouer la réalité un peu partout avec tout le monde et de mettre tout le monde les uns contre les autres. Alors pour ce qui concerne les schémas de Yalta en Ukraine, je reste encore de cet avis pour cette raison.
parce que, bon, les Russes ont été pris quand même en plein fouet par l'avancée américaine, parce qu'il faut dire deux choses, que déjà la puissance russe, bon, par la puissance militaire, et la puissance russe n'est pas grand-chose, c'est-à-dire, elles viennent exclusivement de ces ressources énergétiques, et les niveaux de dernières 15 ans étaient dus au prix des ressources énergétiques qui avaient été établis par les Américains. Maintenant, quand les Américains ont pris la tête, ils sont devenus ils vont devenir même des exportateurs de gaz, ils ont joué là-dessus. Donc, la Russie est en pleine crise économique, en pleine crise, et se trouve aussi, évidemment, à perdre beaucoup d'influence qui avait été organisée par les Américains. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Évidemment, ils ont décidé le partage de l'Ukraine. Ça me paraît tellement évident. Pour beaucoup de raisons qu'on peut revoir dans le passé. Entre autres, l'exemple le plus bête de tous, c'est que quand il y a eu Maïdan, la première chose que le Parlement de Kiev a fait, c'était de décider à l'unanimité le référendum en Crimée. Alors, tout le monde savait que la Crimée allait être russe. Chose qui est tout à fait juste. Hein. Je suis pas en train de dire l'inverse. Simplement qu'un parlement, entre guillemets, révolutionnaire et anti-russe vote immédiatement, pratiquement pour la sécession, ça n'a jamais eu s'il n'y a pas un accord préalable. En Espagne, personne n'a voté pour qu'il puisse y avoir un référendum officiel en Catalogne, par exemple. Donc c'est un exemple comme beaucoup d'autres. Je pense que la Russie, là-dessus, s'est un petit peu laissé bercé dans une reprise locale de la logique de Yalta, parce que devant faire face aux événements et n'ayant en Europe que l'Allemagne, sur laquelle il pouvait quand même essayer de faire encore, et sur le bien encore essayer de faire encore système, et n'ayant eu surtout la trahison française, et avec la chute de prix et tout le reste, je pense qu'ils ont essayé de rentrer un petit peu dans ce qu'on pouvait laisser faire. Alors, face à un problème interne, parce qu'il y a un grand problème interne dans l'organisation économique et sociale russe, Poutine a préféré, j'imagine, faire la grande croisade avec les grands thèmes qui reviennent aux logiques de la guerre froide de Yalta, en acceptant le défi américain, pour tenir mieux l'opinion publique interne. Mais à niveau des politiques externes, bon, je suis désolé, je ne comprends vraiment pas qu'est-ce que la Russie est en train de faire aujourd'hui, parce que je la vois assez maladroite dans tous ces choix, alors que ce serait pas si difficile que ça, même s'il faudrait un autre courage d'utiliser surtout la question ukrainienne pour changer complètement la donne avec une force importante, une entente importante entre l'Europe et la Russie. Chose que du reste, Lavrov de temps en temps essaye de faire. Mais donc est-ce que sur cette situation, enfin en fait, est-ce que la France et l'Allemagne ont vraiment joué un rôle, ou est-ce que c'est juste quelque chose de médiatique et de cosmétique? Non, la France n'a pas joué des rôles. La France. Alors, je fais un exemple. Je crois que l'histoire se répète tout le temps. Alors, nous sommes évidemment, on parle de notre époque, on parle de notre système social, on parle de notre système politique, on parle d'autres idéaux. Mais nous sommes revenus aux années 40. Je m'explique. L'Allemagne joue à la fois un rôle de puissance européenne, et c'est malgré tout l'espoir pour l'Europe. Mais il a quand même des problèmes dans son discours. Un premier problème, c'est qu'il ne regarde pas suffisamment au sud. Et deuxième problème, c'est qu'il est toujours bercé par l'idée toujours d'essayer de trouver une alliance, une entente avec les Anglais, qui sont au contraire ceux qui bousillent et qui font la guerre. L'Allemagne a toujours un problème avec la Russie, c'est une entente obligée, mais aussi avec un petit peu de quelques suspects. Et la même chose, c'est de l'autre côté. La France, aujourd'hui, c'est un petit peu la France a été complètement débordée par la situation de la globalisation, a été débordée parce que la classe politique n'a pas été capable de faire face après Mitterrand,
Et surtout Sarkozy a été lamentable. Donc la France aujourd'hui est un pays, comment dirais-je, de collabos. Alors à moitié son collabo pour l'Allemagne, à moitié son collabo pour l'Angleterre. Alors la France, là, Hollande est là pour essayer de flotter, mais il a aucun rôle réel. Le rôle politique de la France à niveau international, on le retrouve plutôt dans les questions l'ISIS, la djihad, etc. Ils sont néfastes, sont pas bons. L'Allemagne, par contre, a un très bon rôle malgré tout parce que elle continue d'être la locomotive énergétique et économique de l'Europe, quoi qu'on en dise, et parce que c'est elle qui tient les ouvertures à l'Est, et à part les grands slogans, parce que les slogans, on les connaît bien, les gens parlent à leur opinion publique. Ahmadinejad parlait à son opinion publique en disant qu'il fallait détruire Israël alors qu'il lui donnait le pétrole, et donc l'Allemagne doit quand même jouer un rôle central dans l'Occident, donc il parle quand même de façon assez violente vis-à-vis de la Russie, mais c'est le seul pays qui continue de faire toutes les alliances économiques et énergétiques possibles à l'Est, et c'est le seul pays qui est en train de faire apaisement sur la question ukrainienne. Et sur le fond, est-ce que tu crois qu'il y a parce que c'est toujours le débat qui revient, est-ce que l'Allemagne peut vraiment... est-ce que l'Allemagne a une volonté de s'émanciper à terme de l'influence atlantique ou pas? Alors, oui. Alors, pas à terme, même dans la média. La problème, c'est de savoir si c'est possible, parce que alors, il faut partir déjà d'une première considération, parce que très souvent, on est prisonnier de la stupidité antagoniste, qui n'est pas révolutionnaire. Hein. Révolutionnaire est une chose concrète. Antagoniste, c'est-à-dire je te déteste, je suis contre toi, je te déteste, je suis contre toi. C'est la lamentelle de l'imbécile. Alors, si on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire dans les dernières 60 ans, les gens qui ont créé de renversements même positifs sont tous des gens qui quand même n'étaient pas des antagonistes. Bon, je parle de Mitterrand, je parle de Kohl, je parle de Craxi, je parle de Berlusconi. Enfin, il y a des gens qui ont obtenu des renversements intéressants, des changements de donne qui n'étaient pas du tout non négligeables. Alors, l'Allemagne aujourd'hui, il faut aussi dire que je suis pas un fan ni de la Merkel, ni du gouvernement allemand, ni du modèle allemand. Mais j'essaye quand même de voir les choses d'un point de vue substantiel, d'un point de vue matériel, ce qui est quand même fondamental, parce que sinon on ne sait pas de quoi on parle. Bon, l'Allemagne aujourd'hui, par le ministre Schäuble, a lancé c'est le seul pays, je pense, c'est le seul pays occidental qui l'a fait. Hein. Il a lancé il a créé une doctrine qui s'appelle de réciprocité, qui demande à la fois trois choses. Demande aux Américains de ne plus s'occuper des affaires européennes, qui propose de revoir les clauses du traité transatlantique, mais en les intégrant avec l'espace euro-asiatique, et qui propose aussi l'élimination de l'espace Google sur le ciel, sur l'espace, au moins allemand si ce n'est pas l'espace européen. Donc aujourd'hui, dans tout l'Occident, le seul pays, le seul gouvernement même qui a des ouvertures moins atlantistes que les autres, c'est l'Allemagne. Est-ce que tu crois que, par exemple, comment dire, tout le scandale qu'il y a eu récemment avec le système de l'HSBC et tout, est-ce que ça peut être lié à ça, c'est-à-dire une attaque du système financier américain contre un autre système financier européen? Non, attends. Alors aujourd'hui, les États-Unis sont en train de jouer quatre parties en même temps. La première partie, c'est celle très délicate, c'est une partie avec la Chine, très délicate. La deuxième, c'est celle avec la Russie, mais la Russie est plus un prétexte qu'un objet. Les grands axes de la politique américaine actuellement se trouvent sont contre l'Allemagne et contre la Turquie. Contre l'Allemagne et contre la Turquie. Oui. Donc la Turquie, pour toi, elle est en train de quitter son alliance traditionnelle avec les États-Unis. Non, mais attention, là aussi il faut comprendre les choses. La Deuxième Guerre mondiale, par exemple,
il n'était pas qu'une guerre entre les ennemis, mais c'était une guerre aussi entre les alliés. Il y a eu une énorme guerre entre les Anglais et les Américains pendant la Deuxième Guerre mondiale et tout de suite après. Donc aujourd'hui, très souvent, la guerre se joue se joue pas contre les ennemis, mais contre les alliés. Alors la Turquie est une alliée des Américains, mais est une alliée des Américains qui veut jouer son jeu et qui n'est pas le jeu que les Américains veulent qu'il joue. En fait, les Américains sont en train d'essayer de mettre l'Iran contre la Turquie et sont en train de mettre la Turquie dans toute la merde de la question de la djihadiste, de laquelle la Turquie essaie de se libérer, de se soustraire. Donc il y a, si l'on veut, une espèce d'entente entre l'Allemagne et la Turquie là-dessus, qui est quand même de résistance par rapport aux déstabilisations stabilisatrices qui sont organisées par les États-Unis. Donc on ne parle pas du fait, je ne dis pas qu'ils sont en train de créer une troisième position ou un antagonisme, je te dis que simplement que ce sont les principaux objets. Aujourd'hui, je vois que les 4 objets de l'attaque américaine, enfin de l'attaque, même pas parce que la Chine n'est pas obligée dans l'attaque. Hein. Donc les 4 objets d'un particulier intérêt américain, ce sont la Chine, la Turquie, la Russie et l'Allemagne. Mais finalement, dans le système de relations internationales, tout le monde finalement utilise les mêmes cartes et essaye d'amener le centre de gravité vers ses intérêts à lui, en fait, d'une certaine manière. Oui. Bien sûr. Ou bien, est-ce que ça n'a pas changé depuis l'histoire du monde. Voilà. Maintenant, il faut voir que justement, et ça c'est l'erreur qu'on commet trop souvent, nous qui avons été d'une certaine manière jetés par l'histoire, par nos propres fautes. Nous cherchons toujours celui qui nous rassemble le plus, celui pour qui il faut battre la main. Alors, qui il faut battre la main? Alors, pour moi, il faut voir qui tu es. Alors, quels sont tes intérêts? Alors, les intérêts, bon, je suis très, très simple. Mes intérêts en tant qu'Italien, blanc et qu'Européen, c'est la nation européenne. Cette nation européenne, c'est avec quand même une force, on a besoin d'une très grande force allemande et d'une très grande entente entre la Russie et l'Allemagne. D'accord, mais justement, sur ça, quel est le... Enfin, est-ce que aucune de ces puissances finalement ne désire vraiment créer une troisième voie, justement? Enfin, ou non. Bien... Ben, je n'ai jamais dit, si, mais pour qu'il puisse avoir une troisième voie, il faut déjà qu'il y ait une puissance. Je m'explique. Si jamais l'Europe devient forte et alliée de la Russie, et vice-versa, la troisième voie arrive immédiatement après comme un état de fait. Et parce que bon, certains comment dire, en fait, on a l'impression que d'un côté on est pris entre l'atlantisme et puis le traité transatlantique, ça, et de l'autre côté par sa mère la Russie et sa tentative de racisme, et que nous au milieu, on a l'Allemagne, mais l'Allemagne n'a pas un jeu bien clair, donc dans ce jeu-là, comment est-ce qu'on peut créer un centre de gravité politique qui nous ressemble? Le jeu de l'Allemagne est très clair, hein. Ça, je suis pas d'accord. Je répète, je suis pas d'accord sur beaucoup de choses de l'Allemagne. Enfin, il y a des choses du système allemand que j'aime bien, d'autres que je déteste. Hein. Ça n'est pas une question d'être pour quelqu'un ou contre, mais le jeu est tout à fait clair. Le jeu de l'Allemagne est de contrecarrer l'atlantisme par l'alliance euro-asiatique. Donc, c'est le seul qui a un jeu pareil. Le problème, c'est que en Europe, le seul pays qui a une vision, qui a une cohésion et qui a aussi une vision politique est l'Allemagne. Ça, c'est comme puissance, parce que l'Hongrie, c'est autre chose. L'Hongrie, là, enfin, de tous les pays occidentaux, parce que l'Hongrie n'est même pas un pays occidental. De tous les pays occidentaux, il n'y a que l'Allemagne et l'Angleterre, mais l'Angleterre est l'ennemi de l'Europe, l'ennemi de la civilisation, et l'ennemi de chaque chose positive qui peut exister. Donc, alors, on revient, malheureusement, on est resté à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, avec la Russie, qui ne sait plus s'il doit être allié de l'Allemagne ou des États-Unis ou de deux à la fois. L'Allemagne qui commet l'erreur d'habitude de vouloir s'allier à l'Angleterre qui est les vrais ennemis, et avec évidemment les États-Unis, et puis bon, les
sujets sont restés les mêmes, simplement ça a changé les systèmes politiques. Alors il faut travailler en changeant le système politique, mais en sachant bien qui sont les alliés naturels et qui sont les ennemis naturels. Sinon, si on commence à établir qui est plus sympathique et qui est moins sympathique parmi les personnages actuels, bon, c'est un autre jeu. C'est un jeu qu'on peut faire dans un café, on peut faire à table, on peut faire dans une salle quand on s'écrit dessus, mais enfin, ça ne change pas les choses dans la vie. Les choses dans la vie changent selon le rapport de force. Et actuellement, nous n'avons qu'un espoir, que l'Allemagne et la Russie s'entendent réellement. Mais justement, là-dessus, peut-être pour finir là-dessus, est-ce que l'Allemagne ne joue pas un double jeu comme elle fait souvent dans... Mais la Russie aussi, tout le monde joue un double jeu. Mais c'est l'histoire du monde. Tout le monde joue un double, même dans la Deuxième Guerre mondiale, tout le monde a joué un double jeu. Oui. Donc, il ne faut pas penser qu'il n'y a pas un État qui joue un double jeu. Qui pense qu'il y a un État qui ne joue pas un double, un triple, un quadruple, un cinquième jeu, et dans le monde de la guerre est un ingénu. Oui. Et maintenant, justement, on voit beaucoup, enfin, on va dire dans la mouvance nationale, enfin, beaucoup de gens donc sont, on va dire, tout le monde est plus ou moins pro-russe, mais on a aussi maintenant cette tendance de gens... Je suis un conditionnel de l'AS romain. Non, mais voilà. Oui, mais nous sommes sur ce genre-là. C'est pas question de pro-russe ou anti-russe, parce que le fait d'écrire I like Poutine, il s'en fout largement. Il s'agit de faire des choses qui puissent être utiles à Poutine aussi. Alors, je répète toujours une anecdote que je crois que c'est plus, je sais plus je crois que c'est plus tard, je sais plus, qui reporte, dans lequel il y a un jour un grec qui va visiter Sparte et qui est présenté vis-à-vis du roi de Sparte, et on lui dit au roi de Sparte, on dit ceci monsieur là, tiens, vient de je sais plus de quelle ville, il est philospartiate. Elle lui répond c'est très mal, il faut être philopatriote. Alors Poutine doit être largement l'allié principal pour Poutine. De toute façon la Russie, ça doit être un allié incontournable de l'Europe, mais il faut que l'Europe existe pour ce qui se passe dans la mouvance nationale. Comme dans toutes les mouvances de bras cassés et des branleurs, c'est qu'on s'attend l'Armageddon entre un bon et un méchant, et que le bon va nous remettre les pendules à l'air. Ça n'a jamais été comme ça dans l'histoire, ça sera jamais comme ça dans l'histoire. Alors après, on peut rêver ce qu'on veut, être pour Poutine, être pour BHL, c'est exactement la même chose de cette manière. Oui. Ce qui est important, c'est comment on fait les choses. C'est pas qui je rêve, de qui je rêve dans mes rêves porno, c'est tout. Oui, c'est de devenir un sujet plutôt qu'un objet, quoi. Mais bon, mais sur ça, ce qui, malgré tout, enfin, ce qui est intéressant à voir, c'est comment dire, les Ukrainiens et les Russes sont sur deux récits historiques quand même antagonistes. Et la problématique, elle est quand même que, on a d'un côté des nationalistes ukrainiens qui sont souvent plus proches de nous dans leurs racines politiques, et de l'autre côté, on peut avoir des intérêts géopolitiques proches avec la Russie, qui elle va adopter un discours un peu presque même un peu néo-soviétique ou des choses comme ça. Voilà. Enfin, je pense que c'est ça qui a beaucoup. Oui, mais attention. Alors là aussi, on commet une autre erreur, parce que si j'étais, ou toi ou quelqu'un d'autre, représentant, je sais pas, de la Croix-Rouge internationale ou de la diplomatie européenne ou de la diplomatie d'un pays, etc., c'est un discours, là, ça serait des arguments intelligents. Mais nous sommes rien, nous sommes que des spectateurs. Alors, si comme spectateur tu dois être aussi autre chose, tu dois proposer quelque chose. Qu'est-ce que tu vas proposer? Nous avons là un vrai affrontement basé sur la haine et sur la mutuelle logique du génocide. Alors, tu dois choisir si tu préfères le génocide ou si tu préfères essayer quelque chose qui peut sortir de cette impasse pour créer une paix, et une paix que ça soit intéressante pour nous et pour la Russie. Alors ça, c'est mon discours. Essayons de remettre les conditions pour sortir de cette impasse en ayant une puissance et créant une juste paix. Et ça, c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, c'est j'espère que le plus de possible d'Ukrainiens tuent le plus possible de pro-russes ou vice-versa. Nous sommes à nouveau dans le football, mais d'une manière
manière même criminelle. Oui, ah, mais je suis tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord avec ça. Bon, on peut passer peut-être maintenant à un autre sujet sur sur la stratégie de l'attention et les attentats, les attentats récurrents là depuis Noël. On avait publié une interview de toi qui était assez significative là-dessus, juste avant les attentats de Charlie. Donc où est-ce qu'on en est maintenant? On a l'impression. Est-ce que pour toi est-ce qu'on est face à une menace réelle ou bien est-ce que c'est vraiment une mise en scène? Est-ce que c'est les deux? Vers quoi on veut nous amener, quoi? Parce que... Alors, disons que l'attention sert à deux sujets différents. Le sujet ennemi, donc disons entre guillemets l'Angleterre et les États-Unis, sert pour créer le choc des civilisations et pour empêcher l'Europe de devenir forte. Et puis aux oligarchies, la stratégie d'attention sert pour que, on a vu bien le résultat, Hollande a bien été bénéficié par les attentats de Charlie Hebdo. Alors, donc nous avons des sujets différents qui ont qui ont les mêmes intérêts. Est-ce que ça mènera à beaucoup de massacres ou des massacres ponctuels? Ça, c'est la question. Mais évidemment, pour l'instant, puisque ça intéresse et les oligarchies, au moins l'oligarchie française est très intéressée à ça. Et la France, là-dedans, l'oligarchie française, en plus, est bien coupable parce que il ne faut pas oublier qu'elle est dedans, pleinement dedans, l'armement des djihadistes en Libye, par exemple, ou en Syrie. Et je pense qu'il est même actuellement en Libye sur les attaques anti-italiens, les IS, les menaces, etc. Je pense que les Français ne sont pas du tout, pas trop étrangers. Donc, ce qui est du reste, je veux dire, ce n'est même pas un reproche en soi, parce que ça fait partie de la réelle politique. Mais bon, disons que tous ces éléments font que, a priori, on devrait avoir un terrorisme assez continuel, ça doit être ponctuel peut-être, mais je pense qu'on ne va pas s'en sortir facilement, vu que tous les gens plus puissants sont bien contents de ceci. Alors ça, c'est ce que tu as évoqué, je crois que c'est Thierry Messant qui parlait de ça, que pour lui, il y avait clairement des gens du renseignement qui étaient du renseignement français, qui étaient même dans l'ISIS et qui formaient les gens et tout, quoi. Est-ce que c'est une hypothèse réaliste selon toi? Et notamment ces vidéos. Mais c'est plus qu'une hypothèse réelle. Il faut aller parce que les choses ne naissent pas du néant, hein. Oui. Les choses ont toute une continuité historique. Toute la logique du choc de la civilisation est née, comme vous savez bien, en 1997 par le Pentagone en utilisant le thème de Sam Huntington. Mais il est né sur quoi? Il est né sur deux éléments fondamentaux. C'était sur le fait qu'il n'y avait plus l'Union soviétique, les États-Unis étaient la seule puissance mondiale et il n'y avait plus un épouvantail ennemi. Donc il fallait substituer quelque chose avec quelque chose d'autre. Donc on a choisi l'islam et on a créé le djihadisme. Bon, mais ce n'est pas né du néant, parce que à la fin des années 70, dans la rivalité entre les Russes et les Américains, vers l'Asie centrale, oui. Et la première carte qui a été utilisée, c'était les islamistes. Bien sûr, ce n'était pas les djihadistes, mais c'était contre les islamistes, en particulier en Afghanistan. Oui. Alors, il ne faut pas oublier que la France, qui avait de très bonnes relations, a participé amplement et aux actions anti-russes, anti-communistes en Afghanistan, et aussi à la révolution iranienne. Donc, disons que une bonne partie, même si les Américains, les Israéliens là-dessus ont mis après ont accéléré beaucoup, c'est chez les milliers anglais, surtout français, qui est né tout au départ la mixelle, la mélange, ouais. Le mixage duquel après nous avons eu Al-Qaïda, ISIS, etc., etc. Donc il y a même une continuité historique, je trouve.
Alors, est-ce qu'au bout d'un moment, sur cette histoire d'État islamique qui arrive maintenant, là, on est dit aux portes de l'Europe et tout, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que cette chose-là peut leur échapper? Ou bien est-ce que c'est... Non. Alors, c'est sérieux, ça, bien sûr que c'est sérieux, dans le sens que tu as des gens armés, que personne ne va attaquer, de gens qui ont même admis eux-mêmes d'avoir les armes, très souvent même par les Américains, que les Américains bombardent que par avion, mais comme par hasard, ils touchent jamais les troupes. Et donc, ça va pas, il représente quoi? Il représente Kedal, il représente entre 15 et 30 000 hommes armés, c'est rien du tout. Je ne sais même pas s'ils sont capables de commanditer réellement eux-mêmes des actes terroristes en Europe. Il suffit simplement que... mais bon, à niveau de menace, de choc de civilisation, à niveau de contrôle par le Big Brother de l'opinion publique européenne, et ça c'est très sérieux. Donc disons que même si admettons qu'il soit quelques figurants et quelques bandits, ce qui n'est pas impossible, le résultat ce serait le même. Est-ce que tu penses que on va aller, l'OTAN ou l'Occident va aller en Libye? Non. Bon. Et s'il y va, dans le cas où il y allait, il irait très mal. Il irait très mal et il irait sans aucune force et rien derrière. Parce qu'en Libye, par exemple, qui irait en Libye? L'Italie, elle a tous les intérêts, mais il n'y a pas d'État en Italie. La France, pour l'instant, pour l'instant, a tout gagné par la révolution libyenne. Et l'Angleterre aussi. Donc, je ne vois pas pourquoi ils devraient aller remettre en discussion ce qu'ils ont gagné. Les États-Unis veulent qu'il y ait un truc pareil. Donc, les seuls qui sont énervés, réellement, c'est les Égyptiens. Alors, pour qu'il puisse y avoir... Les Allemands n'ont rien à foutre parce qu'ils n'iront jamais au sud, bien qu'il faut dire qu'ils ont même leur veto en Libye, leur veto en Syrie. Donc, c'est encore un truc sur lequel on est redevable. Alors, pour pouvoir faire une opération, il faudrait déjà une Europe forte diplomatique, qui puisse permettre une alliance entre certains pays arabes et la Turquie pour entrer en Libye, et en même temps, en soutenant et en le sortant de prison, en soutenant le fils de Kadhafi. Ça, ce serait ce qu'on pourrait faire en Libye. Et en même temps, il faudrait armer et défendre la Syrie et faire une alliance avec l'Hezbollah. Et tout ceci, le mettre dans le même paquet avec la renégociation de sanctions sur la Russie et sur la proposition d'une force internationale en Ukraine avec contrôle diplomatique mixte entre les Russes et les Allemands. Oui, alors ça c'est... Tu as parlé du Hezbollah, mais ça c'est intéressant justement par rapport à ce qu'on disait au début de l'entretien, c'est que le Hezbollah est finalement armé par la Russie, et ce sont ils ont des armes russes quand même, et ce sont les seuls qui tiennent sur le terrain face aux islamistes sunnites. Et en même temps, la Turquie appuie les islamistes sunnites, mais aussi maintenant traite avec la Russie pour ce qui est des gazoducs. Et ça. Oui, mais l'histoire a toujours été comme ça. Hein. Oui. Mais parce ce qui est intéressant, oui, mais sur le terrain, on a quand même... Il y a eu un moment où c'était même pas tout à fait comme ça, parce qu'il y a des nuances. Il y a eu un moment entre 43 et 45 que c'était vraiment une guerre des civilisations. Mais il n'y a pas eu beaucoup dans l'histoire. Hein. Oui. Mais là, par exemple, ça se pose... le problème se pose par exemple, les gens du Hezbollah sont des gens, on pourrait les comparer, même s'ils sont mieux organisés que nous, aux militants nationalistes en Europe. Donc eux, ils ont un idéal politique d'une certaine manière. Donc, comment dire, ils se retrouvent justement dans ce jeu complexe. Donc, c'est pas illogique que finalement les militants nationalistes en Europe se posent des questions de savoir un petit peu, avec qui, dans quelle stratégie d'alliance il faut se situer, surtout comme quand en Ukraine on voit effectivement... Donc, pour se situer en stratégie d'alliance, il faut exister. Il faut exister, je suis d'accord. Alors on parle de qui? Parce que si on parle de moi ou de toi, c'est pas une stratégie d'alliance. Il faut parler de la France ou il faut parler de l'Europe, alors c'est autre chose. Oui, mais si on parle de la France par exemple, on va avoir la plupart des patriotes qui vont dire qu'ils sont contre l'Union européenne, mais qui sont pour une alliance avec la Russie, même dans l'idée
de détruire mais l'Union les alliances ne se font pas par lever de main, elles ne se font pas en écoutant tous les énervements, toutes les excitations de gens. Les alliances, ce sont les hommes d'État qui le font. Alors, si tu arrives à créer une force, une puissance réelle, ça va. Donc, le problème, c'est que nous avons malheureusement en France, il n'y a plus de classe politique. La France est un pays qui s'accroche au reste de ce qu'il pouvait avoir comme petite puissance de grandeur il y a quelques années. Et pour faire ceci, il est obligé de jouer le double jeu avec les Allemands d'un côté, les Allemands et les Russes d'un côté, et les Anglais et les Américains de l'autre. Donc, c'est un pays à la dérive. Ça, c'est le problème. Et ça ne sera pas en sortant de l'Union européenne qui ne sera pas à la dérive. Ça ne sera pas à la dérive s'il arrive à reprendre la même logique qui avait tenu à l'époque de Mitterrand. Donc c'est bien différent. Donc parce que si la France s'est proposée comme le vrai allié de l'Allemagne et comme le vrai rival de l'Angleterre, elle deviendrait automatiquement le principal allié de la Russie immédiatement et toute son influence dans la Méditerranée deviendra intéressante plutôt que néfaste. Oui. C'est peut-être la clé principale de tout le jeu, ce qui se passera en France, mais je vois mal la classe politique française. Mais ça, pour arriver à ça, est-ce que le Front National te paraît un outil adéquat pour ça, quoi? Parce qu'en fait, ça, c'est par quel... Le Front National, je ne sais pas, je ne suis pas en mesure de te dire quelles seront les évolutions du Front National, parce que toi aussi, bon, il y a des côtés qui changent tout le temps. Pour l'instant, c'est un parti de forte dénonciation de la classe politicienne, c'est très bien. Bon, le discours de Jean-Marie Le Pen est très souvent bien pointu. Le reste, il faut vraiment voir, parce que acquérir une idée qui à la fois ce soit de puissance, de capacité d'être homme d'État, connaissance du pouvoir réel et actuel, connaissance de la réalité, ne pas simplement dire c'est limité à accuser le méchant de la fable. Bon, c'est autre chose. Donc je suis pas en mesure de savoir quel point je suis trop loin pour savoir si dans le Front National on peut s'attendre à cela en puissance ou pas. Oui. Parce que ce que tu dis est juste, quoi, que la France est à la dérive, et on a l'impression que, en fait, il y a une forte contestation idéologique qui se développe, et ça c'est intéressant. Bon voilà, mais finalement c'est presque que grâce à Internet et aux outils comme ça, mais on ne voit pas d'issue politique collective. Et le seule chose qu'on voit, mais qui est un peu qui réapparaît périodique tout le temps, c'est le Front National. Mais après, effectivement, une fois qu'on est dans le Front National, on voit qu'il n'y a pas vraiment d'axe stratégique qui est clair, pas de formation de cadre, donc que les gens sont livrés à eux-mêmes. Écoute, il y a un problème, il y a une question. Je ne suis pas contre le Front National, ni contre le fait qu'il y a une réponse idéologique, bien que je faut voir si elle est bonne ou pas. C'est pas le point. C'est la question principale, fondamentale, c'est que je suis pas démocratique. Alors, le 3% ou même le 90% des Français pensent une chose, c'est bien sûr important, mais ça sert à rien. Ce qui est important, ce sont les élites politiques. Quand je dis les élites politiques, c'est pas nécessairement les meilleurs, mais ceux qui ont un rôle dans la diplomatie, qui ont un rôle dans la communication, qui ont un rôle dans l'économie. Ils ont une idée d'ensemble. S'ils ont une idée d'ensemble qui peut être positive, ils peuvent trouver des atouts pour qu'ils puissent travailler pour leur propre pays. Et alors, ça change tout. Là, ça change tout, mais ce n'est plus une question de parti politique. C'est une question c'est une question de l'aérospatiale française, c'est une question de grande économie française, etc. Alors, est-ce que là-dedans, il y a des possibilités de travail pour que la France reprenne sa regardeur et donc aide l'Allemagne et la Russie à se libérer de l'Angleterre ou pas? Oui. Mais la France est un pays de caste quand même. Enfin, c'est très, on peut être dans un secteur et avoir les bonnes opinions, ou avoir une bonne vision, mais être complètement déconnecté d'autres secteurs où il y a des gens aussi de qualité qui ont
qui ont une bonne vision, et on a l'impression que ce qui manque, c'est vraiment un centre stratégique, quoi, un cerveau pour connecter. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, c'est ça qu'on devrait. Oui, mais là, il y a ce que les marxistes appellent un retard historique. Alors, il faut toujours regarder les choses. Alors, les puissances, les puissances en croissance, ou même non pas en croissance, mais les puissances qui peuvent être l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, la Chine, ce genre de puissances ne sont plus démocratiques. Donc, à part le blablabla démocratique, ils s'occupent surtout de travailler leurs élites, et le travail par des think tanks, et le travail par des lobbies qui sont motivés par des stratégies et qui sont des lobbies des puissances. Alors, pour qu'un pays puisse devenir quelque chose, garder une place ou acquérir une place ou devenir important pour l'Europe, il faut qu'il suive ce genre de trucs. Ça, ça n'empêche qu'un parti comme le Front National puisse aller au gouvernement, ou prendre le 20%, le 15%, le 35%, c'est autre chose. Mais ça, c'est complémentaire. Le fondamental, c'est que si quelqu'un veut acquérir une place, il faut rentrer dans ce qui est la possibilité moderne. Si les Français souvent se plaignent parce qu'ils ont perdu la souveraineté, doivent se demander pourquoi ils l'ont perdu et pourquoi d'autres ne l'ont pas vraiment perdu. Et alors peut-être ils vont la acquérir, parce que par exemple la perte de souveraineté n'est pas donnée par la naissance de l'Union européenne, c'est l'inverse qui se vérifie. La France avait déjà perdu la grande partie de contrats en Afrique à cause des satellites, parce que les Américains connaissaient par détail tous les contrats, ils arrivaient à les brûler dans la dernière seconde. Alors, si on n'est pas en mesure de se renouveler et d'être maître de l'histoire, on est bouffé par l'histoire. Alors, l'importance pour la France, comme pour tout pays, mais la France serait mieux mis, par exemple, mieux mise que l'Italie dans ce sens-là, mais je ne vois pas pourquoi elle ne le fait pas du tout, c'est de créer sa propre élite stratégique. C'est ça le fondamental. C'est pas combien de voix prendra la Front National ou quelqu'un d'autre. Oui. Mais ça, justement, on a l'impression que dès qu'il y a des tentatives de formation d'élite ou de cadre ou genre ça, on finit toujours dans un travers très français qui est un peu l'intellectualisme, quoi. Après, ça devient des cercles de discussion. Oui, c'est l'éternel problème français, je sais. Ça devient des cercles de discussion et ça n'aboutit pas forcément à du concret, quoi. Oui, mais pourquoi? Parce que, attention, normalement, qui font les écoles de cadre dans les puissances? Ce sont les États même ou les grandes entreprises d'État, ou les grandes entreprises, pas d'État, les grandes entreprises qui dominent les États. Hein. Donc, quand quelqu'un est élu pour être mis dans une élite par un pouvoir qui existe, il ne discute plus. On discute quand on commence à parler entre égaux. Donc, c'est la démocratie qui bousille tout. Donc, alors, partons du point où on est nous. Nous, on n'est ni dans un appareil politique, enfin, je parle en France, on n'est ni dans un appareil de parti ni dans des cercles importants. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire depuis le point où on se trouve, nous, quoi, en tant que... attends, nous qui, déjà? Je dirais les gens qui ont une nous la France. Oui, nous la France, et surtout les militants nationalistes français ou européens, quoi. Je pense qu'il faudrait faire 3 choses. J'insiste toujours sur le 3, mais je sais bien que c'est un peu compliqué parce que les Français, d'un côté, sont très intellectuels et de l'autre sont très esthético-superficiels, donc ils veulent immédiatement voir. Si la chose ne la voit pas, ils n'arrivent pas à l'imaginer. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc il y a 3 choses qui sont fondamentales. La première, c'est de créer une vraie élite puissante et consciente. La deuxième, c'est créer un réseau professionnel et lobbystique qui fonctionne largement. Et la troisième, c'est de faire une révolution culturelle qui ne soit faite pas que sur la philosophie, mais sur le renouvellement de toute la société, le pouvoir, la communication. C'est-à-dire comprendre exactement ce qui s'est passé, ce qui se passe, quels sont les axes pour pouvoir se mettre en mesure de maîtriser ces axes et évidemment en leur donnant le signe qu'on veut.
Oui. Et le reste vient de soi. L'envers, c'est pareil. Je veux dire l'histoire, je parle du fascisme, je parle du communisme, je parle du bonapartisme, je parle de ce que tu voulais, est faite par des petites minorités organisées et capables. Les succès, c'était pas eux tout au départ, ils ont toujours gagné par rapport aux autres qui avaient plein de succès mais qui n'avaient pas de méthode ni d'organisation. Dans l'histoire, rien ne change, que ce soit la guerre, que ce soit le terrorisme, que ce soit la politique, que ce soit l'économie, l'entreprise, que ce soit le football, c'est toujours la même chose. Ce sont les gens qui ont une idée en tête, la méthode, l'organisation et les contenus et les savoir-faire qui remportent la mise. Ce n'est pas parce que tu as plein de gens qui t'applaudissent que tu sauras ce que tu feras demain une fois que tu es applaudi. Oui. Et il faut travailler à cette chose-là. Est-ce qu'en Italie, tu crois que par exemple c'est quelque chose qui est en cours, même au travers de ce que tu fais Oui, c'est quelque chose qui est en cours, mais il ne faut pas non plus rêver. C'est fatigant parce que les gens, nous vivons comme une société implosée et névrosée. Alors, elle est implosée, elle est individualiste, elle est narcissique, elle est exhibitionniste, elle est névrosée, et chaque seconde, pareil, la définitive, tout le monde est plein de phobie. Donc ils veulent tous de suite, et sans se donner ni le temps, ni la fatigue de travailler le terrain pour qu'il y ait des fruits. Donc, le plus difficile, c'est toujours de convaincre le paysan à jeter la semis, parce que sinon, que la semis, si tu mets la semis et qu'après deviendra un arbre, c'est facile à dire, mais le paysan va après le convaincre de se lever pour aller jusqu'à côté de chez lui pour mettre la semis, c'est le plus difficile. Eh oui, c'est ça. Et est-ce que tu crois que, en fait, souvent dans l'histoire de France, il y a eu ça, même on peut dire presque tous les 50 ans, il y a une crise grave et un changement de régime par une sorte de... soit par la violence, soit il y a une débâcle qui arrive. On a eu ça finalement en 40, nous. Bon, enfin, est-ce qu'on pourra avoir quelque chose comme ça finalement qui... Moi, je crois pas. Moi, je pense que actuellement la violence vient du régime. Donc, c'est l'inverse. C'est le régime qui change la société. C'est pas juste changera le régime. Oui. C'est une sorte de coup d'État permanent contre la population. Alors. Mais est-ce que tu crois à toutes ces analyses qui disent que voilà, le système bancaire va finir par exploser, que la planche à billets tourne à vide depuis trop longtemps, enfin qu'on est... Non, je crois pas ça. Je pense que le système se porte très 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 bien. C'est nous qui nous portons très 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 mal. Oui, mais il y a bien un moment donné où l'État a besoin de la société sur laquelle il s'appuie quand même, quoi. Donc, enfin, si tout est destructuré... il suffit la terreur, hein. Ouais. Comme le communisme, quoi. Enfin, c'est en terrorisant les gens. Ah oui, c'est en plein communisme. Donc c'est un peu ça, parce c'est vrai qu'il y a beaucoup, comme tu dis, beaucoup de gens sont dans l'immédiateté, ils attendent quelque chose d'assez apocalyptique qui va... Il n'y aura pas. Ouais. Et surtout toutes les choses, chacun a son vécu. Il sait très bien que plus quelqu'un s'attend quelque chose, moins il y reverra. Ouais. L'attente n'est autrui que celui qui attend. Oui, c'est ça. Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour de ces quelques questions. Voilà, enfin peut-être finir sur ton actualité. Toi, tu as sorti un livre récemment. Justement, ce livre parle un peu de ton trajet politique et de ton histoire politique. Maintenant, enfin, tes objectifs, c'est quoi finalement, quoi, à la partie, la partie de ta vie où tu en es maintenant, quoi. C'est, tu attends quoi de l'engagement politique, en fait?
Parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, enfin je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens, toi tu dures sur le long terme, et beaucoup de gens s'arrêtent, enfin au bout d'un moment arrêtent leur engagement ou passent à autre chose, voyant que les... Bon, non, mais ça déjà pour ce qui me concerne, je n'ai pas encore arrivé, je crois, oui, j'ai peut-être un cas ou deux, mais enfin, donc en 15 ans, c'est vraiment dérisoire, parce que je ne donne pas, je nourris pas des enthousiasmes impossibles, donc je demande un travail qui est, comment dirais-je, continuel, silencieux, mais aussi à la portée de gens. Donc, je suis en train de travailler tous les jours pour changer la mentalité, pour créer de minorités organisées qui soient capables d'obtenir des résultats. Pour l'instant, que ce soit dans les côtés de centre-études, soit dans les côtés professionnels, le côté de lobby, etc., que ce soit aussi dans le côté formation, changement de cas et tout le reste. Pour l'instant, les résultats sont absolument bons. Alors, évidemment, si je le compare avec ce que j'aimerais bien qu'il puisse être, parce que ça m'énerve le fait que la stupidité humaine et la stupidité et la paresse des humains soient leurs propres vraies armes, les propres freins soient les armes principaux de nos ennemis, ça m'énerve. Donc, mais ceci dit, je travaille là-dessus. Je suis en train de le faire aussi. Je commence à faire à Bruxelles. Je vais voir de différents groupes et partis pour relancer le discours, pour changer l'euroscepticisme dans une politique révolutionnaire, pour lancer des hypothèses de travail, même de systèmes alternatifs, dans tous les points de vue, mais pas seulement d'un point de vue de la théorie, aussi d'un point de vue des possibilités immédiates de les connecter entre eux. Donc, je crois d'aller un petit peu dans les solides. Et bon, ceci dit, ce n'est pas... je ne pense pas que dans 15 jours, on aura changé la face de la planète, mais je pense qu'on la change toutes les secondes. Oui. Et peut-être une dernière question, en fait, tu as souvent dit... en fait, tu t'es souvent appuyé malgré tout sur le milieu, on va dire, historique de la droite radicale, en disant qu'il fallait bien partir de quelque chose et qu'il faut autant s'appuyer sur ça. En même temps, comme tu le dis bien, ceux qui font malgré tout des changements dans l'époque contemporaine, sont des gens qui ont une approche, tu disais voilà, Mitterrand, Kohl ou des gens comme ça, mais qui sont pas, enfin qui n'étaient plus dans notre tradition politique. Non, mais il y a les effets dominos, attention. Mais comment on connecte les deux? Mais il y a beaucoup de choses que nous avons produites en tant que centre-études qui ont été reprises par de grands personnages politiques italiens. Ils n'ont jamais cité la source, mais c'est pas grave. Et oui, mais c'est ça le problème, c'est comment on fait à jauger de l'efficacité de son travail ou pas. Tu sais, quand quelqu'un propose quelque chose d'intelligent et le fait non seulement avec ton conseil, même, tu ne changes même pas changer ni la phrase, ni dans le verbe, ni dans les adjectifs, il n'y a pas trop de difficulté à savoir de quoi c'est venu le résultat. Oui, mais sauf que nous on a un problème, c'est qu'on travaille à perte d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on n'a pas Enfin, ce qui aurait été intéressant, c'est d'arriver à un moment donné à connecter le travail que peuvent faire des cercles comme le tien avec des gens avec des gens plus implantés et qui ont eux des moyens et verraient l'intérêt on va dire de donner les moyens à ce genre d'activité. Oui, ça serait très intéressant, mais je ne sais pas pourquoi. J'ai découvert que tous les gens qui ont des moyens ont l'habitude de donner facilement des gens incapables et jamais à quelque chose qui fonctionne. Je n'ai pas compris, il doit y avoir un truc style de l'auto. Ah oui, c'est vrai. C'est pour être sûr de jamais réussir. Mais ok, très bien. Bon, merci Gabriel pour cet entretien et à bientôt pour la suite. Bien. Au revoir. Salut tout le monde.